bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer parce qu'on a effectivement quelques minutes de retard. Le temps que les retardataires arrivent, on va peut-être présenter. Alors donc le thème de cet atelier sont les catastrophes naturelles et leur prévention. Sont-elles un bien public, d'un sujet dont on parle beaucoup depuis hier? Alors c'est un peu un hasard parce que l'atelier n'a pas été fait depuis hier. Deux participantes vont débattre sur ce sujet, présenter un peu leur lumière. Donc d'abord Laurence Barry, actuaire consultante multi-thésarde. Ouais, je te laisse te présenter, Laurence. Je suis actuaire et politiste. J'ai fait une thèse sur Michel Foucault, qui n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Et puis donc Myriam Merad, donc CNRS. Oui, merci. Je suis directeur de recherche CNRS, rattaché à une équipe qui s'appelle le LAMSAD, Laboratoire d'analyse et de modélisation des processus de décision, qui est à Paris-Dauphine. Voilà. Et puis en fait, donc moi je suis Michael Dognaud, je suis uniquement l'animateur pour des questions de parité à l'envers. Donc voilà, c'est une catastrophe naturelle, voilà, comme quoi on peut avoir des situations inversées. Voilà, donc je vous laisse la parole. Laurence. Merci beaucoup. Oui, donc ce que je vais présenter dans la première partie qui va porter sur est-ce que l'assurance des catastrophes naturelles est un bien public, c'est un petit bout d'un papier que j'ai écrit dans le cadre de la chaire Paris pour laquelle je travaille, ce que j'ai oublié de dire en me présentant. Et j'ai l'opportunité de présenter le papier dans son intégralité la semaine prochaine si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est une petite annonce pour la suite. Donc, voilà, donc la première partie portera sur les catastrophes naturelles et il va nous amener en fait à nous poser la question de la prévention et c'est ce dont parlera Myriam dans la suite. Donc en fait, je me suis posé cette question de est-ce qu'il faut prendre les catastrophes naturelles comme un bien public en me disant que finalement, quand on regarde la façon dont on pense l'assurance de façon générale, on a deux modèles qu'on utilise de façon classique. C'est soit on se dit c'est une assurance sociale type Sécu, soit c'est une assurance privée type tous les autres produits. Et les CatNat, en France, mais aussi un peu partout dans le monde, ne tombent pas très bien dans aucun de ces deux schémas, parce qu'on est dans quelque chose d'hybride, et on se rend compte que c'est pas seulement en France où on a mis en place un système un peu particulier, on se rend compte que dans tous les États, même si on est habitué à penser les catastrophes naturelles comme un produit d'assurance classique, finalement, l'État est toujours amené à intervenir, et je me suis demandé pourquoi. Et pour repenser l'assurance et le sortir du cadre habituel que nous, actuaires, avons l'habitude d'employer, je suis partie de cette catégorisation des biens telle qu'elle est proposée par Elinor et Vincent Ostrom, qui consiste à dire qu'en fait, il y a plusieurs types de biens. Donc, dans leur premier papier, ils avaient bien privé pur d'un côté, bien public pur de l'autre, et puis il y avait un espèce de gros paquet qu'ils ont appelé les biens hybrides. Alors évidemment, on se dit tout de suite, voilà, j'ai trouvé les biens hybrides, les CatNat, ça tombe là-dedans. Assez rapidement, en fait, ils sont arrivés à se dire, en fait, il faut préciser un peu les choses. Ils vont préciser les choses en fonction de deux catégories. La première, c'est est-ce que le bien est rival ou non rival? Rival, ça veut dire que la consommation par les uns limite la consommation des autres parce qu'il y a une quantité limitée et par conséquent, voilà, si vous consommez le bien, votre voisin ne pourra pas. Et l'autre catégorie, c'est est-ce que c'est excluable ou non excluable, c'est-à-dire est-ce que je peux mettre en place des règles qui font que je peux limiter la consommation par la mise en place de ces règles, par exemple en disant il faut payer pour le bien. Et donc, une fois qu'on a ces deux catégories, c'est allé trop vite. Non, c'est bon. En fait, les biens privés sont des biens qui sont à la fois rivaux et excluables. C'est la baguette que vous achetez chez votre boulanger. Les biens publics purs, ce sont des biens qui sont non rivaux, c'est-à-dire que la consommation, tout ce que je vous ai expliqué, et qui sont aussi non excluables. L'exemple le plus classique, c'est la défense nationale. Si vous êtes citoyen d'un pays, vous êtes protégé de ce fait même. Vous n'avez pas besoin de faire une action particulière et on peut pas vous empêcher de profiter de cette défense nationale. Et puis, c'est là que ça devient intéressant, c'est que cette double catégorie permet de définir, de séparer... Je suis allée trop vite. Voilà. Alors. Je ne touche plus. Voilà. Les biens privés, les biens publics purs donc, tombent dans ces deux cases et ça permet de séparer les biens hybrides en deux catégories. Donc, on a d'un côté les biens rivaux et non excluables. Ce sont les Common Pool Resources sur lesquels Elinor Ostrom a beaucoup travaillé pendant sa carrière, les CPR.
c'est par exemple les bancs de poissons. Un banc de poissons, on a une quantité limitée de poissons et on ne peut pas facilement empêcher un pêcheur de pêcher l'intégralité des poissons, et ça crée des situations de disparition du bien commun. La tragédie des communs, ça fait partie des trucs importants sur lesquels elle a travaillé. Et de l'autre côté, on a les biens de péage, ou les biens de club. C'est des biens pour lesquels la consommation par les uns n'empêche pas celle des autres. En revanche, c'est assez facilement délimitable en termes de qui peut bénéficier du bien. Donc, si on se pose la question de savoir où tombe l'assurance dans cette catégorie, alors l'assurance, c'est pas rival, voilà. Et puisque, au contraire, on a besoin d'avoir un pool d'assurés le plus large possible. Et c'est pas parce que votre voisin est assuré que vous n'allez pas pouvoir l'être. D'un autre côté, c'est aussi assez facilement excluable, puisque si vous n'avez pas souscrit de contrat d'assurance, vous n'êtes pas couvert. Et donc ça, déjà, en soi, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de se dire que l'assurance, c'est pas un produit, une commodité comme les autres, c'est quelque chose qui tombe plutôt dans la catégorie des biens hybrides, donc un bien public, pas pur, mais un bien public, donc dans ces biens de péage ou biens de club. Maintenant, si on se pose la question pour les CatNat, c'est peut-être encore plus fort que pour d'autres catégories d'assurance, parce que suivant le type d'assurance, en fait, on sera plus ou moins dans cette catégorie de biens hybrides, plutôt du côté bien privé, plutôt du côté bien public pur. Par exemple, la Sécu, c'est un bien public pur, d'une certaine façon, en tout cas pour la partie qui couvre l'ensemble des citoyens. Votre assurance automobile, qui vous protège contre les dommages à votre voiture, ça se rapproche un peu d'un bien public, d'un bien privé, au sens où si vous avez ou non une assurance, finalement, ça ne change pas grand-chose pour l'ensemble de la communauté, pour la collectivité. Et les CatNat, en fait, tombent vraiment dans cette définition de bien de péage parce que, d'abord, techniquement, ça fonctionne très mal comme un marché pur. Et on parle beaucoup de problèmes d'abordabilité, notamment aux États-Unis aujourd'hui, parce que, contrairement à d'autres produits, si on essaie de le tarifer vraiment dans une vision risk-based, on arrive très vite à des prix qui deviennent inabordables. Et du coup, ça va créer des situations où les zones les plus risquées vont plus trouver d'assurance, et ça va faire effet boule de neige, parce qu'à partir du moment où soit certains assureurs augmentent les prix, les autres, pour lutter contre l'antisélection, vont être amenés à faire la même chose. En France, on n'est pas dans cette situation-là, puisque la surprime est fixée, mais si certains assureurs commencent à sélectionner leurs risques, ceux qui restent vont avoir aussi cet effet d'antisélection, ça va déstabiliser leur portefeuille, et ça va créer aussi une situation où il va falloir se retirer. Donc on est dans une situation où, effectivement, techniquement, ça ne marche pas vraiment dans une logique purement concurrentielle. Il faut mettre en place des mécanismes qui sont autres. Donc ce qui va se passer, c'est que pour lutter contre ce problème d'abordabilité, le plus souvent et dans tous les pays, il y a des subsides entre risques. Ce qui veut dire qu'on va créer une mutualisation relativement forte. C'est ce qu'on voit notamment en France. Et ça va créer de fait une interdépendance à la fois entre les assurés, puisque du coup, on n'a pas tenu compte du risque et qu'on a besoin des bons risques pour couvrir les mauvais risques, d'une certaine façon, mais aussi en France, une interdépendance entre les assureurs, puisque, comme je l'ai dit, ils ne doivent pas fonctionner dans une logique purement concurrentielle. Donc ça, c'est d'un point de vue technique. On n'est pas dans ces mécanismes-là, les logiques de marché pur ne fonctionnent pas bien. Le deuxième point, c'est qu'économiquement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les États sont amenés à intervenir, le gap d'assurance est le plus généralement perçu comme un problème. Ça veut dire que... pourquoi ? Comment est-ce qu'on explique ça ? C'est qu'on se rend compte que la réhabilitation post-sinistre, elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus efficace dans les zones où l'assurance, le taux de pénétration est le plus élevé, parce qu'il y a plus de liquidité, parce qu'on peut remettre en marche l'économie de façon plus efficace si ces fonds sont disponibles plus rapidement. Soit dit en passant, quand le système CatNat s'est mis en place en France en 82, on s'était posé la question de savoir si on voulait un régime purement public ou si on voulait impliquer les assureurs. Et une des raisons pour laquelle on a voulu impliquer les assureurs, c'était justement parce que les assureurs avaient ce réseau local qui permettait une réponse efficace et rapide suite au sinistre. Donc on avait à ce moment-là déjà conscience du fait que ce réseau était important pour un fonctionnement optimal. Et le deuxième point par rapport à cette dimension du gap d'assurance, c'est que là où il n'y a pas d'assurance, au final, ce dont on se rend compte, prenez Mayotte par exemple, c'est qu'au final, l'État finira par intervenir parce qu'on ne va pas laisser les gens dans la rue.
Et ça, évidemment, ça veut dire que on a quand même créé une socialisation. Alors, elle est moins bonne que si on a un système d'assurance, parce qu'un fonds de secours, c'est pas comme un contrat d'assurance, c'est pas le même type d'indemnisation. Mais il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place, qui vont faire que les États vont intervenir. Donc, finalement, on essaye de rester dans le privé, mais on n'y arrivera pas vraiment non plus. Et dernier point, c'est une dimension éthique. On ne veut pas laisser les gens sans toit. Et c'est, je pense, l'un des éléments fondamentaux de cette affaire, c'est que finalement, c'est une forme de droit fondamental qui fait qu'on est vraiment dans une logique qui est une logique de bien commun et qui n'est pas du tout dans une logique de commodité. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, de regarder l'assurance comme un bien hybride? Donc, je n'ai pas dit bien public pur, j'ai dit procurie. Je posais des questions là, mais... Tu veux? Ah, pardon. Non, mais vas-y. Donc, voilà, on a des questions à te poser, Laurence. Donc, la première question, donc, c'est vrai que d'abord, c'est un sujet qui est très débattu en ce moment. C'est un sujet qui date depuis hier, puisqu'on commence à parler d'une espèce de sécurité sociale des catastrophes naturelles. Alors, la première question, c'est est-ce que ce système aujourd'hui, donc, de prise en charge de l'État des catastrophes naturelles et de cette collaboration entre privé et public, est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment, en Europe notamment, que ça va dans ce sens-là, ou au contraire, c'est plutôt les assurances privées qui prennent du terrain avec un désengagement de l'État? Enfin, quelle est la situation qu'on peut observer? Non, alors justement, on ne voit pas dans les CatNat un désengagement de l'État. On a beaucoup parlé dans ces 40 dernières années du retrait de l'État, la fin de l'État-providence, etc. Dans les CatNat, c'est l'inverse qui se fait. C'est que même dans les pays où il n'y avait pas un système public ou semi-public ou une implication de l'État, on se rend compte que les États sont amenés à intervenir. Le seul pays que moi j'ai trouvé dans lequel on a eu cette situation d'un retrait de l'État, c'est l'Allemagne. Avant la chute du mur, ils avaient 2 systèmes publics. Et suite à la réunification, ils se sont dit, finalement, on a une taille de marché qui est suffisamment importante, on va défaire ces 2 systèmes publics et on va laisser se mettre en place un système de marché. Au final, aujourd'hui, ils ont un taux de pénétration qui est inférieur à 30%. Ils sont dans une situation face aux très grosses inondations qu'ils ont eues ces dernières années où ils se rendent compte que le taux de pénétration est trop faible, il faut une implication et ils sont en train de se renseigner pour voir ce qu'on fait et l'État veut s'impliquer plus que ce qu'il ne faisait par le passé. Dans tous les exemples que je connais, c'est des exemples où finalement l'État est amené à intervenir. Flood-Ré, en Grande-Bretagne, c'est la même chose. C'est un système qui fonctionnait assez bien jusque récemment, 2012. C'était un système privé, mais avec des primes qui restaient abordables parce que les assureurs étaient d'accord. Il y avait un gentleman's agreement, ça s'appelait, pour faire en sorte que les primes restent abordables pour tout le monde. Et puis, à partir de 2012, DEFRA, le département qui est en charge de cette gestion, se rend compte que les assureurs ayant plus de données commencent à faire de la sélection, commencent à mettre en place une segmentation qui fait qu'il y a des zones qui deviennent des zones où la prime est inabordable. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un pool de réassurance qui est géré d'une certaine façon par l'État, qui détermine quel est le niveau de prime, qui a déconnecté les primes de l'exposition au risque et créé quelque chose qui permet de rendre compte des capacités de financement de chaque ménage, mais qui ne tient plus compte du risque. Donc on est dans cette situation de subsides, etc. Donc non, on ne voit pas cette tendance dont tu parles. En France, le système mixte, donc société privée aidée par la CCR, est-ce que ça va dans le sens harmonieux avec cette notion de risque excluable non rivaux? Oui, tout à fait. Et donc, deuxième question, pourquoi est-ce que du coup, depuis hier, enfin depuis même ces derniers jours, on commence à parler d'une sécurité sociale des risques de catastrophes naturelles? Alors, merci pour cette question. Je t'en prie. Parce qu'en fait, on voit bien, donc j'ai barré le côté rival, on est dans le côté non rival, et donc on pourrait être soit dans des biens de péage, soit dans des biens publics purs. Et en fait, la proposition de France Stratégie, c'est de faire basculer le régime actuel qui est dans ce bien de péage, de le faire basculer dans le bien public pur et de transformer un système existant où on fait intervenir des assureurs, où il y a une décision individuelle de s'assurer ou pas s'assurer, etc., dans quelque chose qui serait un bien public pur, qui est de la sécurité sociale, je l'ai dit tout à l'heure pour la santé, c'est dans le bien public pur. Est-ce que ça marcherait ou pas? Je crois que le débat commence à être lancé. Personnellement, je pense que le système tel qu'il existe fonctionne pour l'instant, en tout cas, assez bien. Continuons, peut-être on posera d'autres questions plus tard. Alors, je reviens là où j'en étais. Ouais, donc du coup, une fois qu'on se dit... Alors, c'était là que j'en étais, c'était de dire, finalement, qu'est-ce que ça apporte de regarder ça en tenant compte de cette dimension hybride? Ça permet de se dire... Alors, avant d'arriver à ça...
Ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on examine un système, on a 2 critères pour décider si c'est un bon système ou pas. Il y a un premier critère qui est avoir une couverture la plus large possible, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Et on a un autre critère qui est avoir une bonne prévention. Et c'est peut-être là que le système français est améliorable. Et c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions alternatives potentielles. Le truc, c'est qu'en général, dans les papiers qu'on lit d'un point de vue académique pour essayer de mesurer ces 2 choses, bon, mesurer une couverture la plus large possible, c'est faisable, mais on se rend compte que pour qu'il y ait une couverture la plus large possible, il faut avoir des subsides. Donc, j'en ai parlé, donc des primes avec des subventions croisées. Et la prévention la plus efficace possible, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mesurer. Et le critère qui est en général mis en avant, c'est de dire, en fait, on aura de bonnes incitations si on a des primes qui sont risk-based. Et là, on arrive à un truc complètement contradictoire où on voudrait d'un côté que les primes soient moyennées et de l'autre côté, on voudrait qu'elles soient risk-based. Et donc, du coup, il n'y a aucun système qui fonctionne bien suivant ce critère-là, parce que soit il y a une prévention soi-disant qui est faite parce qu'il y a plus d'incitation, soit on a une très bonne couverture, mais à ce moment-là, on pense qu'on a déresponsabilisé les gens ou pas. Et c'est là, je pense qu'on a cette contradiction. En fait, on peut la lever à partir du moment où on se dit on n'est pas dans une logique de marché. Parce que dans ce cas-là, si on pense l'assurance CatNat comme une commodité, on est toujours, quand on essaye de penser la prévention, dans une logique bilatérale entre un assureur et un assuré. Et par conséquent, l'incitation à la prévention, elle va passer par la prime. En revanche, si on comprend qu'on est dans une logique de bien public, on se rend compte qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus large, donc bien public au sens large, je ne parle pas de bien public pur, où il y a énormément d'acteurs qui entrent en jeu. Ce n'est pas uniquement une relation entre un assureur et un assuré, ce n'est pas une incitation qui doit se faire entre un assureur et un assuré, et on sait que ça ne marche pas. C'est au contraire tout un écosystème qu'il faut mobiliser, et la question est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser cet écosystème. Donc voilà, c'est pour ça que placer ça dans ce cadre-là permet d'élargir la réflexion pour tenir compte de toutes les parties prenantes, notamment les collectivités locales. Et je vais de ce pas passer la parole à Myriam. Eh bien, après avoir vu comment considérer les catastrophes naturelles et puis leur assurabilité, on va essayer de rentrer dans le monde de la prévention et voir comment il est structuré. Et alors, pour le comprendre, un préambule, il faut savoir que vous avez 2 grandes ruptures de la manière avec laquelle on conçoit les risques. La première, elle est due au fait qu'on a 2 références qui sont soit le code de l'assurance, soit le code de l'environnement. Et quand on rentre dans les mécanismes de prévention, eh bien on fait référence à tout un domaine qui dépend des codes de l'environnement. Mais cette rupture entre les lectures des codes va aussi initier une rupture dans la définition du vocabulaire risque. Dans le cadre du risque vu par le code de l'environnement, le risque est un risque subi et pas uniquement un risque pris. Mais c'est aussi un potentiel de ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il ne va pas le risque n'est pas un calcul de séquences d'événements qui ont eu lieu, et à partir de ces séquences d'événements qui ont eu lieu, on arrive à connaître une probabilité d'occurrence d'un dommage. C'est aussi en fait un potentiel d'occurrence de dommage et un potentiel d'exposition. Et alors, du coup, on va essayer de regarder comment ça fonctionne. Alors, en France, il y a une distinction entre ce qu'on va appeler le risque en général et le risque dit majeur. Alors, cette catégorie de distinction au risque majeur va permettre à l'État d'écarter ce qui est de l'ordre des petits risques et des risques sur lesquels l'État doit absolument se positionner et imposer un certain nombre de mesures qui viennent à prévenir l'occurrence d'un certain nombre de pertes. Pertes en vies humaines ou pertes matérielles ou pertes pour l'environnement au sens large. Et ce qui va être défini comme risque majeur, eh bien, c'est ces séquences d'événements. Je vais utiliser mon pointeur, s'il veut bien se matérialiser. Attendez, on va faire un petit truc tout simple, dupliquer. Et dans ce cadre-là, les risques majeurs sont des événements à très faible probabilité et à conséquences significatives. Et vous allez voir que cette question de très faible probabilité veut dire qu'en fait, dans le calcul de l'occurrence d'un événement, on ne peut pas s'appuyer sur une approche fréquentiste ni bayésienne pour calculer l'occurrence d'un événement majeur. Ça veut dire qu'on est normalement dans la rupture d'un calcul normal de risque. Conséquence importante, ça amène
à voir pour qui elle est importante. Est-ce qu'on définit l'importance par rapport à l'État, c'est-à-dire à la maille nationale, à la maille régionale, ou à la maille locale, ou à la maille individuelle? Quand l'État se positionne ici, bien évidemment, il part de quelque chose qui n'est pas portable pour lui et pour les individus. Et du coup, dans ces cadres d'événements, dits risques majeurs, eh bien, il y a un certain nombre d'obligations. Obligation de mettre en place un processus de gestion qu'on va appeler la prévention. La prévention, c'est au sens de catégories de risques dont je vais vous parler juste après. Et processus de prévention est distingué de ce qui est appelé mesure de prévention. Le processus de prévention, c'est un certain nombre de mécanismes qui vont s'imposer de manière tripartite ou quadripartite, État, collectivité, particulier. Et parmi ceux que vous connaissez les plus, c'est les plans de prévention. Et pourtant, ils sont qu'un petit mécanisme parmi tous les mécanismes proposés par le Code de l'environnement. Au niveau de l'assurance et l'indemnisation, vous voyez que pour le reconnaître, et c'est là où en fait la solution qui est poussée par Laurence et qui est poussée par France Stratégie, viendrait à simplifier certaines strates administratives de reconnaissance de ce qu'on appelle une catastrophe, une situation de catastrophe naturelle, qui finalement, dans tout le process déclaratif, eh bien, en fait, peut amener à mettre à mal ceux qui sont les plus exposés ou qui subissent les pertes. La liste de ce que sont appelés les risques majeurs en France sont définis à l'échelle nationale, dans un plan national pour la prévention des risques majeurs. Et vous voyez à droite de l'écran une liste qui va caractériser à la fois les risques dits naturels et risques technologiques. Petit aparté ici, l'usage du terme risque est utilisé à défaut et représente une façon de voir de l'État qui est très segmentée par nature d'aléa. On appelle un risque naturel quelque chose qui normalement aurait dû s'appeler un risque induit par un aléa naturel, un risque induit par un aléa technologique. Et vous voyez que la liste est assez conséquente. Cette liste-là, dans le monde, n'est pas absolue. Elle va dépendre des natures d'aléas que l'on va retrouver sur les territoires et ce qui va être défini comme priorité pour l'État. Ce qui n'est pas pris en compte dans les risques dits majeurs, ici, eh bien, en fait, vous voyez, c'est les risques sanitaires, les risques sociaux, et pourtant les risques sanitaires sont une partie aussi des risques naturels, naturels ou anthropiques, on pourrait se poser la question, et les accidents de la vie courante ou les risques économiques et financiers. Et encore une fois, vous voyez que c'est des décisions politiques, c'est des choix, des arbitrages qui font qu'on va exclure certaines catégories plutôt que d'autres, mais aussi c'est le cadre de la définition de ce qui est majeur, donc très rare à conséquences importantes, qui fait qu'on va aussi exclure les événements. Parmi ces événements dits majeurs, eh bien en fait, ils ne seront appelés majeurs dans le cadre de la stratégie nationale qu'à partir d'un certain nombre de conséquences dites sur les personnes et sur les biens. Vous voyez que dans l'assurance, en tout cas ce dont on parle, c'est plus des dégâts matériels aux biens, en grande partie. Ça ne veut pas dire que d'autres éléments ne sont pas pris en considération, mais ici, en fait, ce qui compte à l'échelle nationale, c'est aussi les dommages humains. Et si vous regardez ce qui a été défini dans la stratégie nationale de la prévention des risques de catastrophe, eh bien, vous voyez qu'on a un crénelage de ce qui va être distingué entre accidents dits graves, catastrophes et catastrophes majeures. Et vous voyez que si on passait au crible un certain nombre d'événements qui sont considérés comme étant majeurs, beaucoup d'entre eux viendraient à sortir du criblage. Qui veut dire, pour le dire poliment, que vous voyez bien un effet sur ce qui est dit dans un certain nombre de réglementations et de procédures, et la manière avec laquelle on s'en écarte, parce que justement, c'est sujet à arbitrage politique. Même si on parle d'arbitrage technico-politique, quoique. Maintenant, là aussi, ce qui pourrait nous échapper, si on n'y regardait pas de plus près, c'est que dans cette catégorie, dans toutes ces catégories de risques majeurs, eh bien, vous voyez que la liste est importante, mais tout n'est pas sujet à un mécanisme CatNat. Certains, par exemple, comme les feux de forêt, sortent du mécanisme CatNat. Donc ne pas confondre catastrophe naturelle, qui est effectivement une caractérisation de l'occurrence d'un événement par rapport à ces deux mesures que l'on a attribuées,
est définie catastrophe naturelle. C'est des conséquences, des événements ayant eu lieu avec ce type de conséquences, et la liste des aléas pris en considération à l'échelle nationale. Maintenant, le principe de prévention. Alors, ce principe de prévention est un principe de gestion. Il y en a 3 autres. Le principe de précaution, le principe d'exonération et le principe de réparation. Le principe de prévention, lui, s'applique aux risques connus. Ça veut dire que parmi ces séquences d'événements, ceux dont on arrive à connaître les séquences des futurs, soit-elles sur une évaluation par jugement d'experts ou une évaluation fréquentiste de l'occurrence des événements. Ça permet de positionner l'équilibre entre la sphère publique et la sphère privée, ce qui est à prendre en charge individuellement et ce qui est à prendre en charge dans la sphère des communs, et de distinguer encore une fois ces 2 catégories des petits risques et des grands risques, qui ne veut pas dire que sur cette catégorie des petits risques, rien n'est fait. Piliers de la prévention, il y en a plusieurs, et en fait ça va du principe qu'il faut que dans la définition par le Code de l'environnement, cette distinction est très techniciste, une définition du risque très techniciste, qui ne serait pas du co-naturel, qui est induit aussi par certains choix politiques, administratifs, et par certains éléments de structure et d'aménagement du sol qui font risque. Donc le risque n'est pas que l'événement dit naturel qui a lieu, c'est tous ces éléments qui se réunissent et qui caractérisent le risque. On va parler de stratégie de réduction du risque à la source, c'est-à-dire faire en sorte que l'événement qui doit se passer, une inondation, un séisme ou autre, n'ait pas lieu. Dans certains cas, c'est possible. Dans certains autres cas, c'est impossible. Il y a après, si on n'arrive pas à réduire le risque à la source, à comprendre l'aléa, eh bien, on passe à la réduction des vulnérabilités, c'est-à-dire l'occupation des sols, la réduction des vulnérabilités des structures, si on s'intéresse aux biens. La gestion de l'urgence et de la gestion de crise, vous voyez qu'effectivement, beaucoup d'événements nous ont appris que, par exemple, si on prend le cas des inondations dans l'arrière-pays niçois, mais on se rend compte que l'augmentation, le fait d'avoir certaines pertes en vies humaines ou pertes matérielles sont aussi dues à des défauts de l'alerte ou de l'information en situation courante, qui exposent plus les personnes qui ont à subir l'événement, en l'occurrence l'aléa. La participation et la délibération, faire en sorte que tout le monde connaisse les niveaux de risque, les niveaux d'aléa, mais aussi connaisse les dispositifs de prévention, dispositifs, mesures de prévention et vers quel guichet s'orienter, et connaître bien ces équilibres assurance et réassurance. Vous voyez qu'ici, paradoxalement, on a l'impression que la prévention, les mesures de la prévention sont à l'extérieur, mais vous voyez, dans la conception Code de l'environnement, l'assurance, penser la démarche assurantielle, est un des piliers du cycle de la prévention. Ça passe assez rapidement, et puis plus largement, détecter un certain nombre d'événements qu'il faut garder à l'esprit et impliquer de manière plus active les citoyens. Ça pourrait ressembler à la partie sur la participation citoyenne, mais là, on est presque sur de la délégation de pouvoir aux échelles territoriales. Pour mettre ça en musique, le voilà, le principe d'exonération, c'est si on a un axe des temps sur lesquels on n'a pas de séquences passées effectives, c'est-à-dire on connaît des séquences de pertes effectives, alors on est sur du risque inconnu, qui veut dire qu'on est exonéré de nos responsabilités. Quand on est sur quelque chose qui est entre deux, c'est-à-dire qu'on est au-delà du doute raisonnable, c'est-à-dire qu'on a quelques éléments disparates, mais sur lesquels on a une preuve de potentiel de perte, alors on est sur l'application du principe de précaution, à savoir le principe de précaution avec ses 2 visions duales, c'est-à-dire laisser faire, ou au contraire, réguler un maximum. Et puis le principe de prévention, c'est pour les événements connus. On connaît, même s'ils sont très rares, on a quand même quelques éléments d'information qui viennent du territoire français ou au-delà, et qui nous permettent de savoir quels pourraient être les spectres des possibles. Quels sont les dispositifs actuellement en France qui permettent de balayer les différents piliers de la prévention ? Alors, je vous en ai montré quelques-uns. Par exemple, vous êtes familier avec les plans de prévention, encore une fois. Et c'est vrai que souvent, ce que l'on retient, le plan de prévention qui a connu un gros succès, sous une certaine mesure, fait qu'on occulte, on confond encore une fois les mesures de prévention qui sont mises dans l'annexe
des mesures constructives du plan de prévention, ce qui s'impose à nous, porté par les collectivités ou les individus, et la confusion entre le cycle de la prévention, avec tous les outils à avoir en tête et les principes à avoir en tête. Vous connaissez peut-être les TRI, des dispositifs pour réduire la vulnérabilité. CatNat en fait partie, le dispositif CatNat, les dispositifs fonds Barnier ou rebaptisés récemment pour devenir des lignes 181 côté ministère, les DICRIM, documents d'information communaux ou intercommunaux, les PAPI, c'est les plans d'action à l'échelle locale, mais vous voyez que ces différents plans, souvent, sont éclatés en fonction de la nature de l'aléa, ce qu'on a tendance à appeler risque dans les communautés tiers, mais là, qu'on appelle des aléas, inondations, séismes et autres. Donc il y a plein de contraintes réglementaires, et vous voyez que ce soit pour les services de l'État, pour les collectivités, pour les citoyens, c'est très difficile de se retrouver, de connaître le système par l'intérieur, connaître ses droits et ses devoirs, et savoir vers quel guichet toquer. Et c'est ça qui pourrait faire en sorte de réduire le niveau d'exposition aux aléas, c'est connaître tout ça, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des traducteurs et des relais, et pourquoi pas le secteur assurantiel, au-delà de l'État. Après, il a des forces, notre système en général. Vous avez vu qu'il est basé sur la solidarité et la prévention. On vient de voir les deux, mais quelle solidarité et quelle prévention? Si on se compare aux autres pays, il est assez élégant, notre système de prévention des risques majeurs. Par contre, si on y regarde de plus près, et c'est ça l'objet d'une analyse critique, c'est pour renforcer, non pas pour miner le dispositif local, c'est voir où l'améliorer. On va dire que sur les risques majeurs et les définitions, ça a tendance à être défini en fonction de la cinétique de l'événement. Et la cinétique considérée, c'est une cinétique rapide. Donc tout ce qui est chronique arrive par effet d'accumulation et un peu mis de côté comme événement, qui veut dire qu'une piste d'amélioration serait effectivement de prendre ça en compte. Deuxième limite aussi, c'est effectivement le saucissonnage, qui est un héritage historique de l'organisation des services centraux de l'État et des services déconcentrés par nature d'aléas, qui fait qu'on fait bien des cartographies d'aléas et de risques phénomène par phénomène, mais que beaucoup de choses se passent aux interfaces. Et si je reprends cette inondation qui s'est passée dans l'arrière-pays niçois à Saint-Martin-Vésubie, on voit qu'il y a eu deux événements qui se sont passés de manière concomitante, à la fois les inondations, mais aussi du mouvement de terrain. Et en fait, ce qui a fait qu'on a eu quelque chose qui est sorti, qui est considéré comme inimaginable, et pourtant qui est imaginable si on avait juste regroupé les deux cartes et travaillé ensemble à faire quelque chose. Et puis aussi, les formes de responsabilité et des rôles et prérogatives entre les acteurs sont à revoir. Encore une fois, on a un système élégant, mais un système élégant des années 80 ne répond plus aux défis actuels et puis la nouvelle donne économique et sociale. Je m'arrête là, je pense que c'est le moment des questions ou des mises en perspective. Alors, je peux ouvrir le bal, mais s'il y a des gens dans la salle qui préfèrent le faire, vraiment, il n'y a aucun problème. Oui, si tu veux, ouais. D'accord. Alors, merci Myriam pour ton exposé. Donc, dans ton exposé, tu as parlé de la mise en place d'une culture de risque. Enfin, toi aussi, Laurence. Vous avez parlé d'une culture de risque polycentrique. Tu as fait référence à beaucoup de textes réglementaires. Je pense que beaucoup de personnes dans la salle ne savent pas exactement ce que ces textes réglementaires couvrent. Donc, moi, la question que j'ai à te poser, c'est donc pour mettre en place une culture de risque et de prévention polycentrique. Concrètement, en quoi ça consiste, et est-ce qu'on peut dire qu'en France, on a réussi à faire ça, ou est-ce qu'il y a des lacunes et des manques? Je te remercie pour la question. Et effectivement, en fait, ce que dit le constat, il y a eu deux missions qui ont été confiées à 10 ans d'intervalle sur la culture du risque en France, et les conclusions ont été qu'il y a un manque de culture du risque en France, ça ne vous étonne pas. Le souci, c'est que souvent on réduit cette notion de culture du risque et de la résilience à une question de diffusion d'informations et de connaissance de textes réglementaires ou de connaissance de méthodes mathématiques de calcul. Sauf que c'est absolument pas ça. C'est
bien sûr, il faut avoir un pool d'informations à disposition de tout le monde. Mais vous savez tous que ce n'est pas en matraquant l'information que ça va faire partie de notre quotidien, puisqu'on est tous exposés à tout ça. C'est connaître aussi notre spatialité, hein, c'est savoir où on vit. Et il est vrai qu'on a tellement bougé, changé de spatialité, de lieu de vie, qu'on ne connaît pas l'histoire de notre lieu de vie, mais aussi l'histoire des lieux de vie où on va. Qu'est-ce qui s'est passé là où on vit ? À quoi on est exposé ? Qu'est-ce qu'on induit par un certain nombre de choix ? Si j'anthropise à Paris des espaces qui avant permettaient de laisser passer l'eau, eh bien qu'est-ce que j'induis ? C'est aussi, effectivement, c'est revenir au-delà de la connaissance de l'espace et de connaissance de son histoire, c'est-à-dire sa spatialité, son territoire, dans sa dimension temporelle, dans sa dimension géographique. C'est aussi savoir vers qui se retourner, mais à l'échelle locale, pas en remontant en national. Qui peut être un relais ? Alors, il y a le secteur assurantiel, bien évidemment, mais en local, qui peut nous fournir une information sur quoi faire et comment s'organiser en cas de détection de quelque chose de sensible ou en cas de perte. Et ça, effectivement, notre chaîne de communication entre nous, citoyens, parce que comme on y est tous exposés, on est tous concernés, eh bien là, elle est de plus en plus opaque, parce que c'est plus largement ce qui s'est construit depuis les années 80, une société de plus en plus éclatée, connectés par les réseaux, mais de plus en plus déconnectés dans leur interaction, qui fait qu'on n'a plus de lieu aussi de débat et d'échange, au-delà de nos lieux formels ici, des lieux où on peut se réunir pour ensemble faire le point sur ce qui se passe à notre niveau. Vous me direz, c'est peut-être aussi le rôle de certains élus dans des communes, c'est aussi le rôle quand on est en copropriété des lieux de copropriété, et vous voyez que voilà, il y a quelque chose qui s'est perdu. Donc une culture du risque, c'est au-delà de l'information et de la diffusion, c'est aussi connaître où on est, avec qui on est et qui peut être là en chaîne de solidarité. C'est aussi se baser aussi sur tout ce qui est l'art, les ouvrages, la littérature, les films, tout ce qui est art, parce qu'on n'apprend pas que par le formel, on apprend aussi par des choses qui vont nous rester plus largement en tête et dans l'inconscient et qui vont devenir activables. Voilà. C'est toujours long. Non, mais c'est... Attends, je voudrais rajouter quelque chose, parce que c'est assez intéressant ce que tu dis, c'est que nous, on est en train de faire une enquête auprès d'un panel de consommateurs, entre guillemets, pour voir quelles sont leurs conceptions du climat, etc., quelle est leur conception de l'assurance. Et une des questions qu'on pose, alors je vous donne un avant-goût de cette étude parce qu'on est vraiment en cours, c'était qui, à votre avis, qui est en charge de la prévention, qui est responsable de la prévention. Et donc il y avait 4 réponses possibles: l'État, les collectivités locales, moi en tant qu'assuré parce que je suis dans une zone à risque, ou l'assureur. Et ben 80% des gens répondent soit l'État, soit les collectivités locales. C'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout conscience qu'ils ont éventuellement quelque chose à faire dans le cadre de cette prévention. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis, de cet éclatement et cette perte de responsabilité, elle est réelle. C'est ça, c'est revenir à ce que c'est qu'être citoyen. C'est aussi être moteur. Être moteur dans le cadre, bien évidemment, de la loi, mais faire société. Ouais. Je crois qu'il y a François-Xavier qui a... Dans une entreprise, merci, de pouvoir effectivement prendre conscience et développer au sein de l'entreprise une certaine culture du risque et de savoir la disséminer. Alors, est-ce qu'il y a effectivement une approche ERM au niveau public ou au niveau d'une société qui est envisageable et qui peut offrir un cadre de lecture de tout ce que vous avez dit, parce qu'on ne voit pas non plus les assureurs jouer leur rôle dans cette cartographie, on ne voit pas les particuliers comme tu le disais à l'instant. Donc ça, c'est une question qui me préoccupe. Et je me demande s'il n'y a pas non plus d'autres États, d'autres pays sur d'autres risques qui ont eu une agilité de par la culture du pays, de laisser faire les choses. On a pu voir les Japonais réagir à Fukushima. On peut regarder sur l'agriculture comment les Espagnols ont réformé leurs risques sur le champ agricole.
Et donc, voilà, je ne sais pas comment ce risque est capté au niveau sociétal selon les cultures d'un pays à l'autre et sous l'angle peut-être du COSO, est-ce qu'il y a une grille de lecture? Voilà. En fait, si on regarde dans la littérature dans le domaine des risques et dans les pratiques dans le domaine des risques, il y a deux communautés. Il y a les communautés du risque au sein des organisations et la communauté des risques au sein de la société. Et ça donne deux découpages. Dans la communauté risque au sein des organisations, entreprises et autres, il y a deux grands débats. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une culture du risque ancrée? Et certains vous parlent du mécanisme culture. Ça veut dire qu'il faut se créer un pool de savoir-faire commun. Et d'autres qui vous parlent de la question de la structure. La structure, c'est la manière avec laquelle vous êtes organisé, où, par exemple, il y a un département risque ou un département management des risques ou non. Bref. Et en gros, les débats, on pourrait les résumer autour de ça, et les pratiques et les solutions vont être soit dans le fait de créer des collectifs, créer des zones de partage sur les incidents-accidents, soit de rajouter une strate organisationnelle quelque part qui permet de se saisir du risque et de faire que ça percole au sein de la société, de l'entreprise, j'entends. Et après, il y a toute la communauté qui travaille sur les risques au sens des territoires, de la société, qui, elle, en fait, se focalise beaucoup plus sur la manière avec laquelle on va essayer d'avoir un pool de savoir commun. Et alors, plusieurs approches derrière ça. Alors, il y a toute une tendance qui a été lancée il y a plusieurs années et qui a donné lieu à des démarches. Alors, c'est un institut qui s'est créé, qui depuis a disparu et qui a été réabsorbé par le PFL. Qui s'appelle l'IRGC pour International Risk Governance Council. Et l'idée, c'était de se dire, n'y a-t-il pas des démarches qui permettent systématiquement de créer une culture du risque commun, une gouvernance des risques communs, puisque en fait, c'est un peu ça la finalité. C'est comment, quand on parle de culture, c'est comment faire en sorte qu'on s'autosaisisse tous dans le spectre de nos responsabilités et nos limites respectives, d'une part du travail. Et alors là, effectivement, il y a toute une trame qui a été élaborée sur effectivement comment gérer les risques, comment bien connaître l'information sur les risques, comment se créer des lieux de débat et d'échange. Voilà, en tout cas, il y a toute cette communauté des risques où, en gros, on va codifier la manière de bien gouverner les risques en commun avec la société civile. Et il y a d'autres approches, on pourrait les distinguer en 2-3 courants. Il y a l'approche Habermas. Alors Habermas, c'est quoi? C'est on va se créer une rationalité, on va se créer une vision commune sur ce qu'il faut faire en créant des espaces d'échange où on va partager nos vocabulaires, on va partager nos connaissances et on va passer de vision très métier, très localisée, à un savoir commun. Et alors, derrière ces courants Habermas, il y a tout ce qui est le fait de mettre en place des conventions citoyennes, de mettre en place des focus group, de mettre en place... C'est tous les dispositifs d'échange commun. Et après, vous avez l'approche D-Way. Et alors là, c'est encore une autre philosophie, c'est comment créer des prises. Donc que ce soit par des prises au conflit ou des prises à une solution à créer ensemble. Et là aussi, vous avez plein de mécanismes qui ont été mis au cours, poussés un peu, type Commission nationale, CPDP, Commission en particulier débat public, etc. Qui veut dire que si on devait partager tout ça, en fait, oui, il y a dans tous les travaux autour de la culture du risque, beaucoup de choses qui se font et beaucoup de dispositifs, soit-il pour les organisations, soit-il pour les territoires. Et... plein de dispositifs. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais j'essayais de vous dire qu'il y en a pléthore et ça dépend effectivement des types de questionnements pratiques qui s'opèrent. Oui, bonjour. En tant que chercheur, j'imagine que vos travaux arrivent à des conclusions. Et je voulais savoir comment vous jugez la pénétration de ces conclusions dans les sphères politiques, administratives, mais aussi dans les sphères dirigeantes des acteurs du secteur assurantiel. Alors,
Pour ce qui est de l'étude que je viens de faire, en fait, ce qui est marrant, et c'est ce qu'a dit un peu Mickaël en commençant, c'est que justement, tout à fait par hasard, cette question est arrivée sur le débat public ces temps-ci, puisque France Stratégie a fait paraître un rapport dans lequel il propose à horizon 2050 de basculer dans un système qui serait une sécurité climatique, une sécu climatique, voilà, pour le dire simplement. Alors, il est évident qu'en fait, il s'agit d'un choix politique, et donc c'est quelque chose qui se décide en commun. Pour l'instant, à mon avis, il n'y a pas consensus. On l'a entendu ce matin, Jean-Laurent Granier rejeter de façon tout à fait catégorique cette possibilité. Est-ce que la société française va décider à un moment donné à un autre de basculer dans un système de sécu climatique? Je suis pas capable de le dire, mais c'est intéressant de se rendre compte que justement, on commence à se poser cette question. Et qu'ailleurs, où il n'y avait absolument rien, on se rend compte que oui, il faut faire intervenir l'État. Mais c'est plus ça va être une réflexion politique au final. C'est un choix de société, c'est un choix de se demander ensemble qu'est-ce qu'on veut couvrir, comment on veut le couvrir, et quels moyens on est volontaire à mettre tous ensemble en commun pour le faire. Voilà, des choix de société. En fait, pour répondre de manière indirecte à votre question, disons que historiquement, il y a eu, en tout cas en France, une séparation entre science et décision. Parce que, en fait, la sphère de la production de la science avait peur d'être capturée politiquement. Et alors, c'est bien et c'est pas bien, comme vous le voyez, parce que certaines conclusions scientifiques, certaines conclusions de recherche sont des fois vouées à rester, même très élégantes, sont vouées à rester dans le placard. Et dans notre cadre français, tout ce qui est science depuis le Code Napoléon, avec l'organisation des grands corps de l'État, il y a eu une volonté de faire perdurer au sein de la sphère politique une strate qui va être la garante du contenu scientifique, qui est la partie la plus administrative, en tout cas des hauts fonctionnaires de l'État, de manière à mettre un peu de consistant dans tout ça. Si en fait les scientifiques ne viennent pas s'exposer et essayer d'être à la jonction entre science et décision, eh bien rien ne passera. Ça fera un bon papier, un bon rapport, une bonne communication, mais ça restera lettre morte jusqu'au jour où quelqu'un ira les découvrir. Et je milite, je pense qu'on milite pour la même chose, pour qu'il y ait justement, les Anglais diraient un peu les gatekeepers, être au milieu et faire les passeurs de ces savoirs, en sachant nettement que c'est de l'aide à la décision, et la décision ira dans le sens qu'elle devra prendre en fonction de l'appareil démocratique que l'on a, des étapes administratives qu'il y a. Mais effectivement, il faut remplir cette zone-là, qui veut dire qu'en fait, clairement, pourquoi beaucoup de chercheurs ne le font pas, et beaucoup de scientifiques ne le font pas, parce que c'est plus de temps qui sort de leurs prérogatives de travail. Donc c'est presque une démarche engagée que de venir essayer de faire bouger les lignes. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Dorian Potier, ma question porte sur le coût du système, qu'importe qu'on soit sur un bien semi-public ou un bien public pur. Comment le supporter à long terme? Est-ce que, un peu comme vous l'avez déjà dit, c'est pas pour la prévention? Par exemple, dans les îles où il y a des tempêtes, on ne va pas construire des bâtiments en béton, on va construire des bâtiments qui sont plus facilement renouvelables. Donc ça revient à ce que vous dites. Il faut peut-être connaître l'endroit dans lequel on habite, sachant que l'endroit dans lequel on habite peut peut-être évoluer également. Et donc, comment naviguer dans un système comme ça? À court terme, a priori, les coûts devraient au moins augmenter. À moyen long terme, est-ce que c'est pas plus dans les habitudes de vie qu'on doit aller évoluer? Merci. En fait, ça fait partie des questions qu'il va falloir se poser. Dans le projet de sécu climatique, on escamote. Enfin, non, c'est pas vrai qu'on escamote, mais en tout cas, il y a ce type de décision qu'il va falloir prendre, c'est-à-dire qu'il y a des zones qu'il va falloir abandonner. C'est un peu ce que vous dites. Et puis, il y a d'autres zones qu'on va choisir de continuer d'assurer, mais à quel coût? Et donc là, il va falloir se poser la question de savoir ce que ça va nous coûter collectivement pour savoir où est-ce qu'on va placer la limite de ce qu'on continue d'assurer ou pas, quoi, en fait. Donc, mais cette question, elle se pose quel que soit le type de bien, de bien public ou pas semi-public dans lequel on sera, en fait. Elle commence à se poser en France aujourd'hui. Les zones à risque noires, ce qu'on appelle noires, c'est des zones comme ça. Et sachant que, en fait, si
ça devient des zones non assurables, ça veut dire que ça va de toute façon être payé quelque part. Ça va revenir, parce que c'est toujours de la poche du contribuable. Donc en fait, penser cet équilibre, ça devrait faire l'objet d'ailleurs d'un débat public, et remettre à plat ce qui est pris dans la sphère commune publique et ce qui en sort. Et ça n'est pas posé, donc ça arrive par petits bouts un peu partout. Une question. Question annexe, le particulier, le public, est-ce qu'il est en train de changer? Vous le constatez, madame, ou pas, dans son appréhension des risques? Ou est-ce qu'il dit c'est toujours pas moi, c'est l'État Oui, et puis moi, je vais rajouter une question sur la tienne. Et où est-ce qu'on en est? Il était question de faire des cartographies de zones d'inassurabilité. Alors c'est un projet qui a été controversé, porté par plusieurs acteurs. Où est-ce qu'on en est dans ce sujet-là? On est en plein dedans. Non, c'est vrai, on est vraiment en plein dedans. Ah oui, question pratique. Ouais. En fait, des zones qui seraient vouées à être détruites, ce serait... Alors, en fait, dans les plans de prévention, il y a des mesures, il y a deux choses. Les plans de prévention, qui est un des mécanismes, des outils de prévention, ça agit sur les biens et l'aménagement du territoire. Les biens maintenant et l'aménagement du territoire futur. Si c'est des zones à haute exposition, en fait, quand elles sont en rouge, il y a 3 mécanismes qui régissent le foncier. C'est l'expropriation, le délaissement et la préemption. Si c'est des zones d'expropriation, ben vous voyez que c'est réglé. Une zone d'expropriation, ça veut dire que même si vous avez vos biens, à partir du moment où il est très exposé, l'État, la sphère publique est dans le devoir de mettre en expropriation parce que le risque est trop élevé. Le délaissement et la préemption, ben le délaissement, vous délaissez votre bien auprès de quelqu'un. Donc en fait, ça repose la question de qui va acheter. Ça sera soit préempté par la commune ou préempté par l'État ou par des tiers. Et ça pose après, ça vous permet avec ce crénelage de savoir ce qui va être assuré et les plus assurés. Donc en fait, pour répondre de manière indirecte à votre question, cette question-là a été prévue dans le mécanisme même plan de prévention, qui soulève la question d'une certaine manière, si on voit les mesures qui s'appliquent sur le foncier, eh bien, dit ce qui va être assurable ou non assurable. Pour dire, quand vous regardez à la télé là, ce qui se passe aux États-Unis, vous voyez les Américains, bon, ben, je ne suis pas assuré, je le sais, je me barricade comme je peux quand il y a une tornade ou je ne sais pas quoi en Floride, etc. Et je suis prêt à reconstruire, mais je ne m'assure pas, et ça fait partie plus dans la culture de se sauver soi-même que de compter toujours sur l'État ou quoi que ce soit. Il y aurait plein de choses à dire. En fait, mais ça prendrait quasiment plus... Là, il y a la prévention de l'heure. On est en train de dépasser largement les horaires. Mais peut-être fini. Très rapidement, en fait, pour pouvoir comparer une mesure de gestion, parce que c'est une mesure de la gestion de la sphère publique ou privée, il faut comparer dans des conditions de comparabilité. Et en fait, les conditions de comparabilité, la place de l'État aux États-Unis par rapport à la place de l'État en France n'est pas la même. La répartition, la concentration urbaine, répartition spatiale aux États-Unis et en France n'est pas la même. La densité de population n'est pas la même, qui fait qu'en fait, ce qui est possible aux États-Unis n'est pas possible en France. Et inversement. Et en plus, la valeur du bien et la manière avec laquelle le bien est construit n'est pas la même. C'est-à-dire que si vous avez une maison en bois et que c'est qu'une partie, vous n'avez pas mis, je ne sais pas... combien de votre capacité de financer sur plusieurs années dans juste un bien, vous voyez que c'est le cas actuellement. On a du mal à s'acheter par rapport à il y a, je sais pas, 40 ans, 50 ans, s'acheter un bien rapidement. Donc quand vous perdez un bien alors que vous êtes endetté sur plusieurs années, c'est pas perdre un bien sur lequel vous l'avez payé directement en liquide rapidement, ou en tout cas avec une disposition de liquidité plus rapide. Voilà. Donc voilà. Ben merci à vous deux.